Aujourd'hui, je me suis installé au musée d'histoire allemande à Berlin pour ce deuxième volet que le Dessous des cartes consacre à la guerre de 14-18, ou plus exactement non pas à la guerre elle-même, mais aux facteurs qui ont conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale. On a vu que les rivalités entre les nations européennes étaient très profondes sur le plan politique, économique, commercial, maritime, colonial. Aujourd'hui, nous allons voir comment chacune de ces nations a mis en place un système militaire d'alliance défensif. Voici l'Europe en 1871, c'est-à-dire au lendemain de la victoire de la Prusse sur la France et de la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. La France a perdu l'Alsace-Lorraine et le chancelier Bismarck cherche à protéger le nouvel État allemand d'une possible revanche de la France. Pour cela, il se rapproche de son ancien adversaire, l'Autriche-Hongrie, et en 1873, l'Allemagne signe un premier accord international dit Entente des trois empereurs avec l'Autriche-Hongrie et la Russie. En 1882, une nouvelle alliance voit le jour, intégrant l'Italie mais excluant cette fois la Russie, car les ambitions et les manœuvres de Saint-Pétersbourg dans les Balkans, tout comme ses visées sur les détroits turcs, sont en opposition avec les intérêts de Vienne. La position de l'Italie, qui participe à cette triple alliance, est ambiguë. D'une part, Rome s'oppose à Vienne à propos des terres dites irrédentes que sont le Trentin, la Vénétie julienne et la Dalmatie, mais d'autre part, l'Italie dépend financièrement de la France, puisque la Bourse française détient 60% de sa dette extérieure. En 1902, les deux pays signent un accord secret qui prévoit la neutralité de l'Italie en cas d'attaque allemande sur la France. Et en 1914, lorsque la guerre éclatera, l'Italie décidera de rester neutre, du moins dans un premier temps. La formation de cette triple alliance entraîne la formation d'un second bloc opposé. En 1907, nous voici avec la triple entente. Le Royaume-Uni et la France ont signé un accord, auquel est venue s'adjoindre la Russie, car Londres s'inquiète de la montée en puissance de la flotte de guerre allemande sous l'impulsion de l'amiral Alfred von Tirpitz. À la veille de la guerre, l'Angleterre dispose de 31 dreadnoughts, cuirassés dont la puissance surpasse alors tous les autres navires de guerre. L'Allemagne en a 20, la France 7, l'Autriche-Hongrie 4, la Russie 4. Voici donc ces deux systèmes d'alliance qui se font face en Europe en 1914. D'un côté, la triple alliance, à laquelle on peut associer l'Empire ottoman, allié de l'Empire allemand dont il dépend financièrement, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie, qui se sentent menacés par les visées russes en direction des détroits turcs, et puis de l'autre côté la triple entente, à laquelle on peut associer la Serbie, un pays slave protégé par la puissance russe. Cette configuration d'alliance se double d'une course aux armements. Entre 1870 et 1914, les dépenses militaires des puissances européennes ont augmenté de 300%. Et en août 14, lorsque la guerre éclate, le nombre de soldats et de réservistes s'élève dans la triple entente à près de 11 millions d'hommes et dans la triple alliance à près de 9 millions d'hommes. La France et l'Allemagne élaborent aussi des plans militaires. Côté allemand, c'est le plan Schlieffen, formulé en 1905, puis adapté jusqu'en 1914, et ce plan mise sur une mobilisation très lente de la Russie, du fait de son étendue géographique et de l'insuffisance de ses infrastructures de transport. C'est pourquoi il prévoit une concentration des forces allemandes sur le front ouest pour une attaque rapide contre la France, en violant la neutralité de la Belgique et du Luxembourg. Ceci dans le but de neutraliser au plus vite l'armée française et de pouvoir ensuite se retourner contre la Russie. Au contraire, le plan français, dit plan 17, conçu en 1913, prévoit de concentrer les troupes françaises à l'est afin de bloquer les troupes allemandes et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Il compte sur une attaque allemande rapide contre la Russie et ne prend pas en compte l'hypothèse d'un assaut contre la France, passant par la Belgique. Ces deux plans commencent à être mis en œuvre, tandis que les tensions montent entre la France et l'Allemagne, du fait des rivalités coloniales, notamment sur le dossier marocain. Alors que se passe-t-il ? En 1905, le sultanat du Maroc est l'un des derniers territoires d'Afrique du Nord qui n'est pas sous domination européenne. La France envisage d'y établir un protectorat, mais l'Allemagne
refuse la perte de ce marché colonial et des enjeux commerciaux et douaniers qui s'y rattachent. En somme, elle veut avoir sa part de conquête coloniale. Eh bien, cela débouche sur une première crise cette même année, lorsque Guillaume II visite Tanger, y rencontre le sultan Abdelaziz et il déclare que le Maroc doit rester libre et indépendant et qu'il est prêt à entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines. Une autre crise a lieu encore en 1911 lorsque l'Allemagne envoie la canonnière SMS Panther dans la baie d'Agadir. Après de longues négociations entre la France et l'Allemagne, un accord diplomatique est trouvé entre les deux pays. L'Allemagne accepte les prétentions françaises sur le Maroc. Eh bien, vous voyez sur cette loupe la cession de territoire français en Afrique équatoriale au profit d'un Cameroun allemand. Et en 1912, le protectorat français est finalement instauré sur le Maroc. Eh bien, les ambitions européennes sur le Maroc sont un peu le symbole des enjeux de cette période. Mais lorsque la guerre éclate quelques années plus tard, ce ne sera pas du fait des rivalités coloniales, mais à cause du dossier des Balkans. Voici une carte des Balkans en 1911, avec au sud l'Empire ottoman, la Grèce, indépendante de l'Empire ottoman depuis 1830, le Royaume de Serbie depuis 1882, le Royaume de Bulgarie depuis 1908, le Royaume du Monténégro depuis 1910 et l'Autriche-Hongrie qui a annexé la Bosnie et l'Herzégovine en 1908. Dans les Balkans, les conflits et les affrontements entre minorités ethniques se multiplient, et cela dans un contexte marqué par la lutte d'influence que se livrent la Russie et l'Autriche-Hongrie autour de cette région. Les Bulgares, les Serbes, les Grecs, les Monténégrins s'allient alors pour prendre la Macédoine à l'Empire ottoman, autrement dit pour évincer l'Empire ottoman de ses dernières possessions européennes. C'est l'origine de la première guerre balkanique qui éclate en octobre 1912. En mai 1913, à l'issue de la première guerre balkanique, les frontières ne sont pas officiellement fixées, mais on voit ici les gains territoriaux des pays vainqueurs. Et de plus, les frontières d'un nouveau pays, l'Albanie, sont tracées, mais son territoire est occupé par les Monténégrins, les Serbes et les Grecs. En somme, l'Empire ottoman perd la majeure partie de ses territoires européens. Mais le partage des terres conquises entre les vainqueurs est difficile, en particulier le partage de la Macédoine revendiqué par une Bulgarie qui s'estime lésée. Une deuxième guerre balkanique éclate en juin 1913 contre la Bulgarie cette fois. Les Bulgares se retrouvent seuls contre leurs anciens alliés, serbes, grecs, mais aussi la Roumanie et l'Empire ottoman, coalisés. En août 1913, à l'issue de la deuxième guerre balkanique, on voit les gains territoriaux. La Bulgarie, défaite, doit laisser la Grèce et la Serbie se partager une grande partie de la Macédoine. La Serbie, sortie vainqueur des deux guerres balkaniques, devient la première puissance régionale des Balkans. En somme, si je résume, ce qui est évidemment impossible, on a des conflits entre États récents, des conflits entre empires finissants, des conflits de minorités et des nationalismes. Ainsi, les Balkans concentrent tous les éléments de tension non maîtrisables. Et de fait, c'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, dont le mobile se fonde sur tous ces facteurs de tension. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec son épouse par un Serbe de Bosnie, opposé à l'occupation autrichienne. L'Empire austro-hongrois met en cause la Serbie, lui adresse un ultimatum avec l'assentiment d'Allemagne. Cet ultimatum, en 10 points, exige notamment la participation des Autrichiens à l'enquête, ce qui est considéré par Belgrade comme une incursion dans les affaires intérieures du pays. Donc les Serbes rejettent l'ultimatum. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare donc la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances, triple entente, triple alliance que nous avons décrit plus haut, se met alors en route. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, qui vient de perdre le pacifiste Jaurès, assassiné comme un symbole le 31 juillet par un déséquilibré, réagit en mobilisant ses troupes pour défendre la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis envahit la Belgique, restée neutre, en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni
qui déclare alors la guerre à l'Allemagne le 4 août. La Première Guerre mondiale a donc commencé. Ce premier conflit mondial a donc ouvert sur la formation de la première république parlementaire en Allemagne, l'arrivée de Lénine au pouvoir à Moscou, la création de l'URSS, la naissance des deux grands totalitarismes que sont le stalinisme et le nazisme. Et d'ailleurs, on peut noter que les commémorations autour de 1914 sont beaucoup plus importantes et nombreuses en France qu'en Allemagne, qui semble comme plus préoccupée de savoir encore aujourd'hui le mal qu'a pu faire le nazisme et en Allemagne et en Europe, que convaincu de la nécessité de se pencher à nouveau, une fois encore, sur la guerre de 14-18. Vous pouvez lire La Première Guerre mondiale de John Keegan, vous pouvez lire Les Relations internationales de 1871 à 1914 de Pierre Milza aux éditions Armand Collin sur les facteurs qui conduisent à la guerre. Et puis Christopher Clark publie chez DVA en langue allemande et chez Flammarion le livre Les Somnambules, comment l'Europe a marché vers la guerre. Et puis je voulais vous signaler qu'une exposition intitulée Été 14, les derniers jours de l'Ancien Monde se tiendra à la BNF du 25 mars au 3 août 2014.